Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, bienvenue et merci de participer à ce webinaire sur le thème du pilotage intelligent de l'éclairage public. Donc, ce webinaire est organisé par l'association Smile Smart Grids, qui est le réseau de l'Ouest dédié au système énergétique intelligent. Pour ceux qui ne connaissent pas Smile, je vais vous présenter rapidement nos actions. Donc, on travaille sur différents sujets comme les circuits courts de l'énergie. Vous voyez les petits hashtags en haut de la présentation. On travaille donc sur différents sujets comme les circuits courts de l'énergie, l'autoconsommation collective, l'intégration des énergies renouvelables, la flexibilité énergétique, le stockage, le pilotage et bien sûr donc l'éclairage public dont on parlera aujourd'hui. Donc Smile, c'est une association birégionale qui a été créée en 2017 par les régions Bretagne et Pays de la Loire et qui a pour objectif de favoriser les échanges et les rencontres entre les acteurs du réseau. Ils sont aujourd'hui donc une soixantaine des territoires acteurs de la transition énergétique et des entreprises apporteuses de solutions. On compte donc parmi les adhérents de l'association les 2 régions, les métropoles, les syndicats départementaux d'énergie, des communes et également des grands groupes comme les énergéticiens, les gestionnaires de réseau, donc EDF, RTE, Enedis, Engie, GRT Gaz et GRDF, des établissements d'enseignement supérieur également et bien sûr des PME et des PMI. Donc l'objectif de Smile, c'est de faciliter l'émergence de projets démonstrateurs des systèmes énergétiques intelligents. Vous voyez en bas, c'est pas hyper lisible, mais vous voyez en bas donc la carte des projets que vous retrouvez également sur notre site internet. On compte aujourd'hui plus d'une centaine de projets homologués Smile qui se répartissent en 5 grandes thématiques que sont les smart territoires avec les réseaux énergétiques intelligents, donc le stockage et l'éclairage public notamment, les smart buildings et l'autoconsommation individuelle et collective, les smart islands avec notamment les zones non interconnectées avec le continent pour leur approvisionnement énergétique, la mobilité bien sûr et la maîtrise de la demande en énergie à travers notamment l'utilisation de la donnée énergétique. On s'appuie donc sur ces projets pour réaliser des retours d'expérience et faire connaître les projets déployés et les savoir-faire de nos membres qui ont porté du coup ces projets. Le but est de démontrer, partager et amplifier. Donc pour cela, on a 3 modes d'action. Donc faire connaître les projets, les expertises et les retours d'expérience comme on va le faire aujourd'hui. Appuyer, reconnaître et valoriser de nouveaux projets grâce notamment à cette démarche d'homologation de projets. Et faire ensemble avec l'organisation de groupes de travail thématiques pour préparer les projets démonstrateurs de demain. Pour aujourd'hui, donc on va avoir une introduction par Wilfried Kopek, qui est chef du département Autres infrastructures et réseaux à la SNCCR, qui nous parlera donc des enjeux du pilotage de l'éclairage public. Dany Joly ensuite nous présentera 2 retours d'expérience de projet déployés sur le territoire de Smile à Nantes. Et ensuite, on aura une intervention de territoire d'énergie du Var pour justement nous présenter le déploiement massif d'une solution de gestion du parc d'éclairage public sur ce territoire. Pour finir, Gilles Deotto d'Enedis nous parlera des outils développés grâce au compteur communicant pour proposer de nouveaux services en lien avec notre thématique du jour. À la suite de ces interventions, on terminera par un temps de questions-réponses. N'hésitez pas tout au long de ces échanges à poser vos questions dans l'outil questions-réponses que vous devez voir juste en haut de votre page Teams ou dans le chat, dans les conversations. Donc vous l'avez sûrement vu, ce webinaire est enregistré et il sera ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube, notre site internet et on le relaiera sur notre newsletter et notre compte LinkedIn. Voilà pour l'introduction assez rapide. Je laisse la parole donc et la main pour la diffusion des supports à Wilfried, qui va pouvoir présenter. Voilà, super. Bonjour à tous. Donc Laurie, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Je suis bien en plein écran, tout va bien? Tout va bien. Eh bien écoutez,
Merci. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, Wilfried Copec de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, donc du département Autres infrastructures en réseau. C'est un département qui abrite, entre autres, l'éclairage public. Alors, comme voilà, avant de commencer, donc une petite présentation de la FNCCR pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, avec un petit focus sur l'EP, l'éclairage public. Donc, vous avez à l'écran l'ensemble des réseaux qui sont couverts par la fédération. Donc, éclairage public, cycle de l'eau, territoire intelligent, prévention des inondations, gestion des milieux aquatiques. Vous avez également donc une SASU qui s'occupe d'acter action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, la distribution publique d'électricité et de gaz, les énergies renouvelables, l'aménagement numérique, les déchets et la mobilité décarbonée. Donc voilà l'ensemble des réseaux pour lesquels la FNCCR va toujours avoir le même type d'action, à savoir donc des mises en réseau des acteurs et partage d'expériences à travers de commissions. Une représentation nationale, on va pouvoir l'évoquer à un moment donné dans cette présentation, mais on rend des avis sur des propositions de loi ou des projets de loi. On a bien sûr de la newsletter, on a des événements dédiés de type GT, mais également colloques, dont nous allons parler. Nous avons des publications techniques, juridiques, économiques, de l'analyse juridique, et puis, bien sûr, des accès à des formations. Alors, la formation est aujourd'hui, notamment en éclairage public, une activité forte du département. Je vous ai mis à l'écran l'ensemble des guides qui existent à aujourd'hui sur l'éclairage public. Donc, on a un guide un petit peu générique, qui est le guide de l'élu local et intercommunal. L'idée de ce guide sur l'éclairage public, c'est, voilà, je suis un nouvel élu, potentiellement je suis affecté à la voirie, et je vais devoir traiter l'éclairage public. Je ne connais pas ce domaine. Avec ce petit guide, on a quand même l'espoir qu'une fois qu'il est élu, eh ben, cet élu sache vraiment tous les tenants et les aboutissants, connaisse tous les tenants et les aboutissants de cette compétence. On a un guide pratique de l'éclairage public intelligent, je l'ai ressorti, voilà, car c'est bien de celui-ci dont on va parler aujourd'hui. On a là maintenant un guide sur la maintenance des installations d'éclairage public en LED et on a un guide sur réussir la rénovation de l'éclairage public. Dès lundi prochain, on aura également un guide sur l'achat de luminaires. Alors, on aurait pu rajouter un autre guide qui a été réalisé avec Think Smart Grids, donc un think tank qui travaille également sur la Smart Grids, qui est un guide sur le déploiement des Smart Grids dans les territoires. Donc voilà un petit peu l'action de la fédération, de la FNCCR, sur l'éclairage public. Maintenant, puisqu'on va parler d'éclairage public, je vous ai préparé un petit tour d'horizon des éléments à connaître. D'ailleurs, tour d'horizon, vous allez le noter, qui est loin d'être à jour, parce qu'on a pu réaliser avec notamment l'AFE, l'AITF, une enquête en fin d'année qui a permis d'avoir des chiffres liés à l'éclairage public un peu plus ajustés. On parlait de 10 millions de points lumineux. Non, on est plutôt à 11 millions de points lumineux sur le territoire national, et essentiellement vapeur de mercure, plus tout à fait. 30% aujourd'hui du parc étant LED. Alors, on n'oublie pas qu'à horizon 2027, c'est la fin des sodium haute pression. Donc, ce pourcentage de sodium va forcément fortement diminuer, et bien sûr, pour arriver à 0, ici certainement une dizaine d'années. On avait tendance à dire que 25% du parc avait plus de 40 ans. L'enquête montre qu'on est aujourd'hui à plutôt entre 10 et 15%. Donc on a un taux de renouvellement ces dernières années qui a fortement augmenté. L'éclairage public, c'est à peu près une tranche nucléaire. C'est toujours le second poste de consommation derrière les bâtiments dans les collectivités. Et puis, on voit qu'il y a un attachement très fort des Français à leur éclairage public. 91% d'entre eux estiment toujours que l'éclairage public constitue un enjeu de sécurité. Mais on va voir que ce n'est plus forcément suffisant. Alors, le pilotage intelligent. Ce pourquoi Smile m'a demandé d'intervenir aujourd'hui et d'introduire ce webinaire.
on l'a vu, on a pu réaliser donc un guide en 2021 et on a dû ce guide le compléter d'un colloque l'année dernière sur un sujet qui existe quand même donc depuis assez longtemps. Déjà, une première chose, on peut constater que le pilotage intelligent, c'est quand même une fusée à plusieurs étages. Euh, le premier étage, à minimum, ce qu'on va demander, c'est la télésurveillance, la télégestion. Voilà. Ensuite, on voit qu'on peut aller plus loin. On peut avoir une utilisation du réseau physique pour supporter d'autres services. Un minimum, on peut se resservir de l'alimentation électrique. Donc là, je dirais, ça vient du fait que l'éclairage public, à aujourd'hui, il irrigue quand même toutes les villes. Il y a très peu de communes, bon, certaines très petites peut-être, qui n'en ont pas. Donc on voit qu'on a un réseau électrique en propre qui va aller dans tous les quartiers. Donc c'est pas pour rien que j'ai mis supporter, parce qu'on va pouvoir se servir des supports d'éclairage public pour aller y mettre d'autres capteurs. Et puis éventuellement les alimenter par l'alimentation électrique dont on dispose. Après, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va se servir de ce réseau physique, mais également, on va pouvoir rapatrier les données qui vont être captées vers un hyperviseur. Et là, on arrive à un réseau qui éclaire, mais pas que. Il va pouvoir apporter d'autres services à la population. Alors, ces services, ils vont vous être décrits dans les retours d'expérience que vous allez avoir derrière par Nantes Métropole et également le Var, qui vont pouvoir vous expliquer tout ce qu'ils ont pu développer comme autre service. Donc en gros, on voit bien que la fusée a plusieurs étages. On part de la télésurveillance et on va jusqu'à la fameuse Smart City. Bien sûr, Enedis va pouvoir nous présenter un outil qui va être, alors pour l'avoir déjà évoqué avec eux, mais qui est un outil qu'ils avaient eux-mêmes qualifié de low-tech, low-cost, mais qui permet de s'intégrer dans l'un de ces étages de la fusée. Alors, comme je le disais, le pilotage intelligent, on en parle depuis longtemps. Donc, le guide de 2021, voilà, il traite de tout, c'est pas le seul, mais les guides vont toujours parler de technique. Voilà. Alors, la technique, elle est assez importante en la matière. Pourquoi? Parce qu'on va vers des collectivités qui aujourd'hui étaient des collectivités qui traitaient d'électricité, d'électrotechnique, d'électronique. Voilà, pas de difficulté. Aujourd'hui, si on parle de pilotage, on va ajouter un nouvel éclairage, c'est le réseau de communication et les plateformes de gestion. Donc on va le voir, il faut dans les équipes des gens capables de bien comprendre ces réseaux et ces plateformes. Alors, dans les guides, on parle également des coûts de la mise en place. Alors, on parle bien des coûts de mise en place, et puis après, on va parler des coûts de fonctionnement. Ça, jusqu'à aujourd'hui, l'éclairage public, en termes de financement, il fonctionne sur deux pieds. Le paiement des électrons, classique, et le paiement de la maintenance. Demain, il va falloir rajouter un ou deux pieds, le paiement des coûts de communication et le paiement pour utiliser les plateformes sur lesquelles les données vont arriver. Ensuite, on parle de sélection d'outils. On parle quand même de gestion des données personnelles. À un moment donné, on va possiblement capter de la donnée personnelle. Et puis, dans tous les guides, vous allez trouver des retours d'expérience. Alors, on aurait pu se dire, en 2021, on s'arrête là, on a fait un guide, voilà, toutes les collectivités ont les informations. Non, on a estimé en fin d'année dernière que ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas envie de rater l'investissement massif sur l'éclairage public qui se produit actuellement dans les collectivités. On l'a vu, c'est bientôt la fin des SHP, 2027, même si derrière, on sait que ça va durer un petit peu. Mais en gros, on est dans les années où on va devoir renouveler l'ensemble du parc. Donc l'idée, c'est certainement pas de le faire place pour place, en étant, voilà, en se limitant un petit peu. La fédération pense qu'il est intéressant à aujourd'hui, effectivement, d'envisager le renouvellement des parcs, mais également de le faire en modernisant les installations. Et là, ça va être à chaque collectivité de trouver sa place dans les différents étages de la fusée décrit plus haut. Alors pourquoi les collectivités investissent? On l'a dit, fin des SHP, mais également obligation de rendre les parcs plus sobres énergétiquement et environnementalement. En l'écrivant, je savais que j'allais buter un peu dessus. Donc en gros, il faut aujourd'hui que vous soyez bon lorsque vous exploitez un parc sur les nuisances lumineuses. Donc tout cela milite pour le renouvellement des parcs.
Au final, on a quand même trouvé le besoin de refaire un colloque parce qu'on s'aperçoit tout de même qu'à part des grosses collectivités, voilà, qui vont gérer peut-être 10 à 20 000 points lumineux et pour lesquels définir une stratégie, je ne vais pas dire que c'est assez simple, mais en tout cas, c'est certainement plus simple que lorsqu'on gère 100 000 points lumineux. Bah, à 2023, on a pu estimer à un moment donné quand même que peu de collectivités disposaient d'une stratégie de pilotage. Mais quand on dit peu, on constate également que cela s'accélère. Alors pourquoi ? Pourquoi ça s'accélère? Bah parce que les technologies sont matures. Très clairement, il y a aujourd'hui sur la table, vous trouvez des systèmes que l'on va pouvoir acheter sur étagère, donc du clé en main, mais vous trouvez également un exemple de collectivités qui vont pouvoir développer en propre. Donc là, il y a possibilité de s'en rapprocher et de voir comment ces collectivités se sont organisées. Donc technologie mature. Une réglementation qui pourrait à terme imposer un pilotage. On voit de plus en plus de choses au niveau de la fédération, de plus en plus de velléités dans les textes d'aller plus loin que 50% d'économie d'énergie. 50% d'économie d'énergie, c'est nativement ce que peut faire la LED. Si je prends une SHP, que je la remplace, j'ai bon an, mal an 50% d'économie d'énergie. Si on veut aller plus loin, là, il faut commencer à avoir des outils de pilotage qui vont permettre de la gradation, qui vont permettre voilà, d'aller plus loin que les 50%. Donc ces textes, pour l'instant, aucun n'a rien à aujourd'hui n'impose le pilotage, mais on voit dans chacun des textes qui passent, donc on a eu une proposition de loi là d'une sénatrice du Doubs sur potentiellement une extinction qui deviendrait obligatoire, donc c'est une proposition de loi qui n'est pas encore arrivée au Sénat, mais on voit que s'il n'y avait pas extinction, il y aurait une obligation de piloter derrière le réseau. Donc, ce n'est pas encore acté, mais ça arrive. Et puis, on voit également que dans les financements, on va aller chercher, les financements vont être optimisés par la mise en place de solutions de pilotage. Alors là, on a le fonds vert. Le fonds vert, il parle de 50% de consommation énergétique. Donc 50%, comme je viens de vous le dire, on peut être à la limite. Par contre, si on regarde l'UMACT, alors la l'UMACT est importée par Acté, qui est la SASU de la FNCCR. Donc là, ce programme, on le maîtrise bien. Et là, on a volontairement mis, dans le cadre du lot 4 de financement de la maîtrise d'œuvre, un critère à 60%. C'est-à-dire que là, on va inciter la collectivité à imaginer, à étudier des systèmes de pilotage de leur éclairage public. Je vous ai rajouté là très rapidement dans cette vue tous les financements que vous pouvez aller chercher. Je vais juste les citer très rapidement. Donc, l'Intracting, ce n'est pas vraiment du financement, là, c'est de la mise à disposition d'argent, mais ça a bien marché l'année dernière. Donc, l'UMACT, on en a parlé, le Fonds vert, le FACÉ, justement sur les solutions de pilotage, la DECIL, la DETR, les aides des syndicats et puis autres aides des collectivités. Volontairement, j'ai laissé les CE2E de côté pour le moment. Aujourd'hui, la fiche RES-EC 104 existe. Elle rapporte à peu près 70 € du luminaire acheté. Cette fiche est en cours de révision et ça s'accélère très fort sur les dernières semaines. Donc là, on va voir si dans cette fiche, également, le pilotage est intégré. Je ne peux pas vous en dire plus car la réunion avec la DGEC aura lieu la semaine prochaine. Alors malgré tout, et j'en terminerai là, alors c'est toujours dommage de terminer par des freins, mais certainement que dans les retours d'expérience, les intervenants vont nous expliquer comment ils ont pu lever ces freins. Le premier d'entre eux, celui qui revient toujours, c'est bien cibler ses besoins. On avait une fusée qui peut vraiment à plusieurs étages. Donc, ce qu'il faut au départ, c'est bien voir ce que la collectivité veut faire de son éclairage public, où elle veut l'emmener. Est-ce qu'on va jusqu'à la Smart City? Donc, on voit là que tout simplement, on ne va pas avoir les mêmes besoins qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et il faut bien les définir. Il y a également un frein très important, c'est que la collectivité est bien la souveraineté des outils et de la donnée. Dans les outils, c'est très important. C'est-à-dire qu'elle peut acheter un outil de pilotage sur étagère, mais derrière, il faut bien qu'au terme du contrat d'achat et du contrat de fonctionnement sur quelques années, la collectivité sache manipuler cet outil. Et il en va de même sur la donnée. Il faut également, bien sûr, qu'il y ait une maîtrise de coûts de fonctionnement. Aujourd'hui, vous avez certains systèmes où on va acheter les coûts de fonctionnement, par exemple, sur 10 ans
dans la solution d'investissement, dans l'achat. Ce qui veut dire que pendant 10 ans, ben, on n'échange pas, on ne parle pas avec le fournisseur sur ce que coûte la communication, sur ce que coûte l'accès à la plateforme. Mais il faut savoir que, ben, vous le savez, 10 ans, ça passe vite, et au bout de 10 ans, on a cette discussion. Il faut que, dès le départ, on sache ce que ça va coûter en frais de fonctionnement. Maîtriser ces technologies, ça c'est interne à la collectivité. Il faut vraiment que les équipes montent en compétences sur tout ce qui est numérique. Alors, on observe là où on est allé assez loin et là où on peut certainement commencer à parler de smart city, de territoire intelligent, ben, on observe que ça va beaucoup plus vite lorsqu'on a eu un rapprochement sur les territoires entre les syndicats d'énergie et ceux du numérique. Voilà, on voit bien que là, les métiers se complètent. Et puis, ben, on va peut-être avoir un retour. Il faut bien mesurer effectivement ce qu'on va dépenser en investissement et en fonctionnement, ben, ce que ça va potentiellement générer comme économie d'énergie sur les territoires qui vont permettre de financer ces solutions. Voilà, Laurie, ce que je pouvais vous dire en introduction. Et maintenant, je vais laisser les intervenants développer autour de chacun de ces sujets. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les noter dans le chat ou dans l'outil de questions-réponses. Nous allons désormais parler de projets déjà mis en place. Donc, je laisse la parole et la main à Dany Joly, responsable du service éclairage public et infrastructure de communication électronique à Nantes Métropole, pour un retour d'expérience sur 2 projets déjà déployés à Nantes. Dany, je te laisse partager ton écran. Super. Ça marche? Oui, c'est bon pour moi. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis donc Dany Joly, responsable du service EPIS à Nantes Métropole, éclairage public et infrastructure de communication électronique. Et Laurie m'a sollicité pour parler de 2 projets qui ont été homologués SMILE. On y reviendra au cours de la présentation. Alors, je change de diapo. Comment je fais? Voilà, c'est bon. Donc, voilà un peu le sommaire de la présentation. L'éclairage public à Nantes Métropole, rapidement, pour comprendre un peu dans quel contexte on a évolué sur Nantes Métropole. En deuxième point, on verra le pilotage des 2000 armoires d'éclairage public qui sont réparties sur le territoire. Je parlerai d'expérimentation qui s'appelle Interactive Data Light. C'est un projet d'expérimentation d'éclairage intelligent. On a poussé le bouchon un peu loin avec un consortium d'entreprises qui ont porté ce projet-là. Et puis, un dernier point sur les suites qu'on envisage ou qu'on a imaginées. Donc, pour l'éclairage public à Nantes Métropole, donc les 24 communes que compose la métropole ont transféré la compétence à l'EPCI dès 2001, dès la création de la communauté urbaine, qui est devenue métropole en 2015. À ce jour, la maintenance est assurée par 4 opérateurs privés, des grands groupes nationaux, et un opérateur public, c'est-à-dire une régie avec une entreprise publique interne à Nantes Métropole. Quelques chiffres, on a 96 000 points lumineux, près de 2000 armoires de commande. Il nous reste à peu près 1000 points lumineux qui sont encore équipés de lampes à vapeur de mercure. Une lampe qui n'est plus commercialisable depuis 2015, mais il en reste encore sur le terrain et notamment sur des voies privées qui sont raccordées sur les installations d'éclairage public et pour lesquelles nous assurons l'exploitation. On n'est pas à 39% de luminaires LED au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est plus près de 45%. Comme le disait Wilfried, ça s'accélère et on veut accélérer puisqu'on a un objectif qui nous a été fixé il y a 1 an à peu près, d'atteindre 100% de notre patrimoine en LED fin 2026. Donc, on s'y emploie, on est en train de monter un marché, les collègues œuvrent comme il faut pour transformer le patrimoine en LED avec 3 solutions qui sont retenues. Une solution remplace le luminaire complet parce qu'il est vétuste, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose. Une deuxième solution qui consiste à mettre des kits rétrofit. Donc, les fabricants, il y a 1 an et demi, n'étaient pas très chauds, n'avaient pas trop de solutions. Mais maintenant, tous les fabricants se mettent à proposer des kits rétrofit qui ont des gammes assez étendues de photométrie, de drivers, de température de couleur, et qui s'adaptent sur les luminaires existants.
Et la dernière solution qu'on va mettre en place aussi pour accélérer l'édification, hein, ce passage au LED, ce sont des lampes LED qui sont proposées par plusieurs fournisseurs, dont un, je ne vais pas le nommer, mais qui a des lampes qui ont une durée de vie de 25 000 heures et voire de 50 000 heures pour une autre catégorie. Donc, on s'emploie à mettre ces lampes-là dans des luminaires pour lesquels on souhaite prolonger leur durée de vie et pour lesquels ils ne sont pas rétrofitables. On a une puissance de 9 MW, 9,6 MW installés. Ça chute d'année en année, hein, évidemment par l'édification. On est à 30, pas 35, on est à 31 gigawattheures de consommation annuelle aujourd'hui. On était en 2015 à 49 gigawattheures. Et on vise à la fin, quand on aura terminé l'édification, le passage au LED, on estime être pas loin des 18 gigawattheures. On a un budget annuel de 6 millions d'euros qui a augmenté bien entendu avec la crise énergétique, mais qu'on compense avec les économies d'énergie qui sont générées ici ou là. Oui, donc ça fait partie des impacts de la crise énergétique. Donc le pilotage des 2000 armoires d'éclairage public, comment est-ce qu'on a opté pour une solution? Tout d'abord, Nantes Métropole, donc c'est le patrimoine de 24 communes en matière d'éclairage public avec diverses solutions d'allumage. On avait du Pulsadis, hein, la solution opérée par Enedis avec des relais AIT qui étaient dans les armoires et qui captaient le signal Pulsadis et qui agissaient sur 2 ou 3 relais de sortie qui permettaient de mettre sous tension les circuits nécessaires. On avait aussi des horloges astronomiques de différentes marques, de différents modèles, de différents paramétrages. Donc, ça s'allumait un peu comme ça voulait, c'est-à-dire qu'entre 2 rues voisines ou même dans la même rue, si c'était alimenté par 2 armoires, on pouvait avoir des écarts d'allumage. Donc, il fallait. Je cherchais depuis un moment une solution de pilotage qui soit agnostique par rapport aux fournisseurs de matériel d'éclairage, qui puisse être indépendante des entreprises de travaux pour ne pas être liées, hein, comme le disait Wilfried, hein, qu'on soit assez souverain. Et on a pu expérimenter avec une société qui s'appelait Caméon, mais qui depuis s'appelle Bioti. On a expérimenté dans le cadre du Nantes City Lab le pilotage de l'éclairage sur une dizaine d'armoires. Ce projet-là a été homologué par Smile en 2019. L'expérimentation donc a débuté en 2018 et elle utilise deux technologies en fait, une technologie descendante pour aller piloter les relais qui sont dans les boîtiers tels que celui-ci que je vous montre hein, sur la caméra. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, ah, bah non, voilà. Petit boîtier avec l'antenne Sigfox et puis l'antenne FM qui est au bout là, qui se met à un endroit adéquat dans l'armoire pour pouvoir capter les ondes FM. C'est le canal RDS hein, de la FM. Donc, c'est les informations que vous recevez sur votre autoradio vous indiquant le nom de la chanson. Donc, c'est du numérique. Et on utilise en fait une petite part de cette bande passante pour pouvoir envoyer des informations numériques qui sont comprises que par les boîtiers qu'on met dans les armoires et qui disent allume-toi, éteins-toi, actionne le relais numéro 1, actionne le numéro 2, etc. Donc, on a plusieurs types de boîtiers. J'y reviendrai juste après. Et la voie montante, on utilise Sigfox, qui est un opérateur réseau bas débit, avec un coût annuel de communication de 5 € par objet, donc 5 € par armoire à peu près. Donc, qui remonte des données qui sont en bas débit, comme je disais, et donc qui n'ont pas de... C'est pas vital, quoi. C'est pas comme le pilotage en voie descendante. C'est vraiment, ça remonte les données d'alerte. Hein. Par exemple, s'il y a un disjoncteur qui n'est pas en position conforme avec l'ordre émis, on reçoit une alarme. Le déploiement est en cours sur les 2000 armoires. Il nous reste à peu près, ah oui, je ne l'ai pas marqué, 200 armoires au 31 mars à finir. Hein. On ne devrait pas tarder à finir. Il nous reste une partie de Nantes. Pour piloter cette installation-là, il y a une application web qui s'appelle Lampa Nantes. En fait, c'est Lampaville, hein, le produit de chez Bioti.
Cette solution-là est administrée donc par l'entreprise Biotti en tant que super utilisateur ou plutôt entreprise éditeur de la solution. Elle est administrée en tant qu'utilisateur par deux collègues qui sont dans mon service et qui administrent les droits d'accès, qui donnent les différents droits en fonction des différents profils. On a plusieurs profils, hein, un profil installateur, un profil exploitant, un profil mainteneur, un profil consultation. Voilà, grosso modo, les différents profils qui sont mis dans cette application. Le modèle économique proposé par Biotti, c'est d'essayer de faire travailler le voisin. Donc, en France, on a 500 fabricants de matériel électronique. Donc, quand on a lancé la consultation pour acquérir les boîtiers, on a lancé cet appel d'offres. Il y a 3 entreprises locales qui ont répondu, qui travaillent dans l'électronique, hein, une sur Vannes, une sur Saumur et une à côté de Nantes, à Malville. C'est la boîte à côté de Nantes qui a remporté le marché, l'entreprise Seiko, qui fabrique en local et qui nous livre les boîtiers en fonction des bons de commande. Voilà 2 types de boîtiers, hein. Le premier, c'est le boîtier 4R. En fait, c'est le boîtier le plus complet avec 4 relais d'activer, hein. On peut activer indépendamment 4 relais. Il y a 2 antennes, l'antenne FM et l'antenne Sigfox. Et puis, ce sont des boîtiers plug and play, hein. En fait, on les débranche et puis on en met un autre et ça se met tout seul en route. Il y a une prise RJ45 qui permet de se connecter et de connecter un PC éventuellement dessus pour télécharger les logs. On est en train d'expérimenter la solution par fibre optique, hein, avec un opérateur fibre. C'est d'aller vers du bas débit en fibre. Donc, c'est une offre qu'ils n'avaient pas du tout envisagée, mais justement, on veut l'expérimenter pour pouvoir voir les intérêts de cette solution, puisque c'est une solution qui est somme toute résiliente en termes d'usage et puis qui peut être intéressante. Il y a une version plus petite, mini en fait, de ce boîtier-là, avec simplement 2 relais de sortie, moins de fonctionnalités, mais qui fait le match pour des armoires un peu simplifiées. Les données collectées donc par le réseau numérique de Nantes Métropole, parce que nous avons des sondes de luminosité 4 sondes qui sont réparties sur le territoire de la métropole, qui mesurent en permanence la luminosité réelle locale. Ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité pour se caler un peu sur le modèle qu'on avait avec Pulsadis, hein, puisque Pulsadis était déclenché par des sondes de luminosité. On a voulu conserver cette fonctionnalité et on n'est pas mécontent puisqu'on a pu économiser 200 à 250 heures de fonctionnement annuel par rapport à la solution Pulsadis, puisque ça prend en compte la luminosité réelle locale et on peut régler assez finement la consigne pour enclencher l'éclairage. Il y a une sonde de pluviométrie, mais qu'on n'utilise pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait éventuellement tenir compte pour améliorer le confort de l'éclairage. Et la voie remontante, donc par le réseau bas débit, on a les états des commandes et des relais de sortie, la comparaison entre des positions entre les ordres émis et les ordres reçus, ou activés, avec des alertes, des messages d'information qui sont envoyés sur la plateforme Lampanante. Et puis, on remonte aussi les données issues du compteur Linky via la sortie TIC du compteur Linky. Voilà à peu près. Il y a un petit schéma qui résume un peu ce que je viens de raconter. On a quelques articles de presse qui sont dans la présentation, hein. On a fait un petit buzz quand on a posé le 1000e boîtier, hein, histoire de communiquer sur le sujet. Donc, on voit l'agent là qui est en train de câbler le boîtier. Voilà, il y a quelques articles de presse que je vous laisserai découvrir. Ça, c'est une capture d'écran de la plateforme. Donc, on a tout un menu qui nous donne accès à différents éléments, hein, les éléments d'administration, les messages, les armoires, les boîtiers, un journal de bord avec les alarmes au fil de l'eau qui sont traitées.
On a une organisation aussi par territoire. On a 5 pôles de proximité aujourd'hui. Donc, chaque pôle a accès à son périmètre d'intervention. Les opérateurs privés ont accès à leur périmètre, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe chez le voisin. Voilà, donc il y a tout un dispositif qui a été développé avec la société donc Biotti. Cette plateforme nous sert aussi, et c'est les collègues de maintenance qui nous ont apporté cette idée-là, c'est de pouvoir piloter les marchés de plein air. En fait, on a une quinzaine de marchés, même une vingtaine de marchés de plein air sur la ville de Nantes, et la compétence marché de plein air est métropolitaine désormais. Pour l'électrification des commerçants, il y avait donc une horloge hebdomadaire dans chaque armoire qui pilotait les prises de courant des marchés. Et il arrive de plus en plus qu'on nous demande de modifier les horaires de fonctionnement pour, par exemple, la fête des voisins, un vide-grenier, la fête de la musique, etc. Donc ça a été validé politiquement. Donc les collègues ont dit, ben, plutôt que de nous déplacer à chaque fois, est-ce qu'on ne pourrait pas piloter la mise sous tension de ces prises avec le système qu'on a déployé sur l'éclairage public. Donc c'est ce qui a été fait. Et maintenant, ça évite énormément de déplacements puisqu'ils y allaient la veille de la manifestation et ils retournaient le lendemain pour remettre en ordre la programmation. Voilà ce que je pouvais dire sur Lampanante. Sur l'expérimentation interactive Datalight, en fait, c'est un consortium d'entreprises piloté par Nicolas Well, hein, je ne sais pas si certains le connaissent, qui sortait de l'école d'architecture et qui commençait à s'intéresser à l'éclairage et qui a souhaité qui a répondu à un appel à projet lancé par un pôle de compétitivité ID4CAR. Il a été retenu, donc il y avait une subvention de la BPI là-dessus, il y avait un partenariat d'Enedis dans le projet. Et l'idée, c'était de mettre en place de concevoir des luminaires intelligents, de les mettre dans une rue de Nantes en conditions réelles et d'expérimenter les différentes solutions techniques, les différentes briques technologiques auprès des usagers. Donc avec comment dire, une évaluation citoyenne qui était faite sur ce projet-là. Donc, l'idée, c'était de mettre un éclairage qui s'adapte en fonction de la circulation, de l'usage des piétons, des cyclistes, de par leur intensité, de modifier aussi les températures de couleur à différents moments pour pouvoir avoir un retour des usagers sur leur ressenti. Est-ce que l'éclairage est plus confortable? Est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on est plus mal? Plus en insécurité, etc. Donc, il y avait tout un travail qui a été fait de sondage et avec des carnets de relevés de notes auprès des usagers. Bon, il n'y a pas eu énormément d'usagers qui ont contribué à l'analyse, mais bon, ça a permis de donner quelques pistes de réflexion. Donc, voilà, c'est ce que je disais, ça peut permettre de réduire, la solution permettait de réduire le flux lumineux, de varier l'éclairage lors de passage de véhicules, au niveau d'un passage piéton, par exemple, quand le piéton se présentait, l'éclairage était modifié, soit en température, soit en intensité, soit un mix des deux. Et voilà, et puis la variation de la température en fonction comment dire, du passage. Donc voilà Nicolas Well qui présente son projet lors de la mise en place ou du lancement du Nantes City Lab. Le Nantes City Lab, c'est un dispositif qui a été mis en place pour favoriser la mise à l'échelle 1 de projets par des porteurs de projets, dont un des membres est de la communauté urbaine, enfin de la métropole. Donc là, il rentrait complètement dans le dispositif là. Même le projet interactif Datalight et Lampaville ont servi d'illustration aux projets qui arrivaient derrière pour montrer un peu comment pouvait fonctionner le Nantes City Lab. Donc il y a eu tout un processus de communication, d'analyse de ce projet-là. L'idée aussi, c'était de démontrer les bénéfices d'un éclairage intelligent, de quantifier les économies d'énergie, d'observer l'impact du niveau lumineux sur les usagers et de développer un dispositif d'entrée dans la Smart City. On parlait beaucoup jusqu'à très récemment,
comme je dis souvent, la Smart City, on entend beaucoup parler, mais comme beaucoup, on ne la voit pas. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais après, réellement sur le terrain, comment est-ce que c'est mis en œuvre? Est-ce que il faut vraiment regarder l'usage? Donc, à l'issue, dans le consortium d'entreprises, donc il y avait une entreprise d'électronique locale qui a conçu la partie hard de la solution. Il y avait une société qui faisait du logiciel embarqué, donc qui a programmé sur Arduino, hein, c'était vraiment de l'expérimentation, les différentes fonctionnalités du luminaire. Une data scientist qui, à partir des données remontées, a élaboré des tableaux de bord comme celui qui est à l'écran, avec des données de consommation, des données de fonctionnement, de durée de fonctionnement, et puis des quantités diverses et variées. Donc, le luminaire avait la capacité de relever des indicateurs environnementaux, la qualité de l'air, avec comment dire, un capteur de poussière, hein, les poussières P10 et P25, c'est-à-dire la dimension des poussières captées. Sonore aussi, il y avait possibilité de capter des niveaux sonores. Donc, on voyait bien sous les courbes les pics d'usage de l'espace public, de pluviométrie aussi. Ça permettait aussi de relever ces courbes-là et de pouvoir, en fonction de tous ces indicateurs, d'envisager des scénarios de mise en œuvre ou d'analyse. Un peu de publicité, un peu de communication. Donc là, c'est un article qui est paru dans la revue Luxe, hein, sur ce sujet, où il y a eu un premier article qui était au début du projet et un article au final pour savoir un peu ce qu'on pensait de cette expérimentation. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est une expérimentation qui nous a ouvert les yeux, si je puis dire, sur l'éclairage intelligent, jusqu'où on doit aller pour faire de l'éclairage intelligent. Tout à fait. Par exemple, compter le nombre de véhicules, savoir dans quel sens ils circulent, est-ce que ce sont est-ce qu'ils sont dans le bon sens, est-ce qu'il y a plus de vélos, etc. On a essayé de produire ou de valoriser ces données récoltées auprès des services concernés de la métropole qui s'occupe de la mobilité. On n'a pas eu forcément une appétence extraordinaire, donc je pense qu'on n'était pas prêt. Je pense qu'on n'est pas encore prêt d'avoir tous ces éléments-là. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais on sait que c'est possible techniquement, mais c'est au niveau organisationnellement ou de moyens. Sommes-nous prêts? Ça, c'est une autre question. Les suites qu'on envisage, ben, il y a plusieurs choses, hein. Il y a d'abord une réponse à un appel à projet lancé par GRDF qui est en cours d'expérimentation avec la société BioT. Donc, c'est une autre alternative à la FM, hein, c'est d'utiliser le 169 MHz qui est la fréquence de télérelève des compteurs gaz pour faire du pilotage de l'éclairage ou d'autres choses, hein, mais voilà, c'est en cours d'expérimentation. On est en train de développer avec la société BioT le pilotage au point lumineux avec des nœuds communicants qui fonctionnent sur notre système de pilotage, hein, avec la FM et le Sigfox. La mise en place d'un bouton police ou urgence sur Nantes Métropole, on l'envisage. Là, c'est pareil, il faut arriver à convaincre les différents services de l'intérêt de ça. Je sais que c'est en service à Saint-Nazaire, par exemple, pour un rallumage d'éclairage par la police, la gendarmerie, les pompiers et différents services. On étudie actuellement un projet d'éclairage, enfin on va étudier plutôt, c'est pas encore fait, mais un projet d'éclairage dans un espace de biodiversité. On pense qu'il n'y a pas beaucoup d'usages, mais au cas où il y a un usager qui se pointe et que l'éclairage est éteint, il aura la possibilité de rallumer cet éclairage ponctuellement avec son smartphone. On a aussi un pilotage, on fait une surveillance de bouées. Alors les bouées, ce sont sur le bord de la Loire. Il y a plusieurs bouées qui ont été installées par les collègues de la voirie. Ces bouées sont vérifiées 2 fois par semaine par une équipe de voirie qui vérifie la présence, que les bouées sont bien en place, surtout à la veille des week-ends, comme c'est le long d'un espace où il y a de l'animation, boîte de nuit, etc. Il y a eu quand même quelques événements sur Nantes qui ont fait qu'il y avait une attention particulière à porter là-dessus.
Donc, on a fait un test sur une bouée pour vérifier que la bouée est toujours là et ça fonctionne, ça remonte dans notre plateforme, Lampanante aujourd'hui, mais pourquoi pas un jour, avoir, cette fonctionnalité, sur, une application vraiment dédiée à ça et puis, on envisage aussi de travailler avec le service des espaces verts sur le pilotage des arrosages avec ce même, dispositif. Voilà. Merci beaucoup, Dani, pour ce retour d'expérience complet sur ces projets. Donc, les questions commencent à arriver dans la partie de questions-réponses. Il y en a une qui a déjà obtenu une réponse, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc, on va désormais passer du nord-ouest au sud-est avec Philippe Hick, directeur général des services du territoire d'énergie du Var. Donc, Philippe, je te donne la parole et la main pour partager tes supports pour nous présenter le dispositif déployé sur votre territoire. Merci, bonjour à tout le monde. Voilà, j'espère que vous voyez bien ma présentation. Très C'est bien. OK? Très bien. Voilà, je vais me présenter tout d'abord, Philippe Huy. Donc, oui, effectivement, je suis DGS du territoire d'énergie Var, qui s'appelait avant Sim-Yelec Var. Et donc, on m'a demandé de vous présenter la réalisation du syndicat qui a été lancé il y a 2 ans à peu près et qui a bénéficié de fonds européens. C'est la raison pour laquelle vous avez le petit logo, l'Union européenne en haut à droite. La région a lancé un pilotage de territoire intelligent et donc j'ai préparé un dossier pas simple hein, à préparer, surtout à l'époque, hein, on n'était pas aussi avancé, mais ça nous a permis d'obtenir un financement quand même assez important, on va le voir. Donc en quoi ça consiste? Effectivement, la maîtrise de l'éclairage public, hein, c'est effectivement le numérique est un outil indispensable et permet de nombreuses innovations qui peuvent modifier profondément l'action territoriale. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, à l'instar de ce qu'a fait Nantes Métropole, on s'est intéressé aux armoires. Pourquoi aux armoires et pas aux points lumineux? Parce que le Var est certes un département très touristique, vous le savez, avec des communes importantes en littoral, mais c'est aussi un département qui comporte de nombreuses communes rurales, plutôt rurales dans le centre Var et le Haut-Var. Donc, mettre en place un outil de pilotage par point lumineux n'était pas possible financièrement. Je me suis donc intéressé au pilotage d'armoires, ce qui paraissait plus cohérent et en relation avec les finances en place. Donc on a équipé nos armoires avec des horloges intelligentes connectées. Donc elles sont connectées grâce à une carte SIM multi-opérateur, ce qui permet de communiquer avec ces outils et d'avoir des informations en retour et de transmettre en temps réel, donc les consommations notamment. Alors ça, c'est quand on a un Linky, bien évidemment, pas les anciens compteurs parce que ça ne marche pas. De piloter à distance l'allumage et l'extinction, ça c'est intéressant, on va voir pourquoi, et de lancer des alertes de maintenance lors de la détection de défauts ou de consommation anormale. Alors, les principales fonctions. Donc, commande de l'éclairage public, allumage forcé à distance. Paramétrage à distance, on a une plateforme web qui nous permet de paramétrer ça, on va voir un petit peu après, et puis on peut faire des commandes centralisées ou des commandes de secours. Dans la surveillance de l'armoire, l'alimentation principale, on est capable de vérifier que l'alimentation principale fonctionne, que le contacteur de EP est actif, et on a des surveillances par départ. On peut même mettre des contacts d'ouverture de porte. Et on a un état réel, ce qui est intéressant, en direct, sur la plateforme web en temps réel. Les remontées donc, se font quotidiennement, hein, suivant une fréquence à définir, mais on a les index de consommation d'énergie, les temps de fonctionnement, les puissances installées, les alertes sur anomalies, les mesures des économies réalisées et enfin l'affichage du profil de nuit par armoire. Alors, ce qui m'avait intéressé à l'époque, et c'est une des raisons pour lesquelles on a été élu à ce programme, c'est que le programme était intitulé à la région Sud PACA, Territoire intelligent connecté. Eh bien, c'est que ces horloges, non seulement elles pilotent l'éclairage public en tant que réseau, ça on le connaît bien, mais l'avantage aussi, c'est on utilise ce réseau qui représente des centaines, voire des millions d'euros d'investissement en place, et c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser ce réseau sur la totalité de la journée.
On le sait, l'éclairage ne fonctionne que en période nocturne à partir d'un ordre de déclenchement et un ordre d'arrêt. Pourquoi ne pas utiliser ce réseau en période de jour, diurne, pour faire fonctionner des outils connectés? Vous avez par exemple quelques idées sur les outils connectés. Ça peut être des stations météo, des détecteurs de présence voiture, ça a été évoqué précédemment, de la vidéoprotection, mais là, on ne parle que d'alimenter en électricité des vidéoprotections, hein. On va surtout pas gérer du flux vidéo, c'est pas notre métier, et puis en plus, c'est pas possible. Voilà, des capteurs de pollution, etc. Et pourquoi pas alimenter des bornes de vélo électriques. Là, on va plus sur le sujet des IRVE, mais c'est un sujet qui nous intéresse, nous, beaucoup dans le Var, puisqu'on on déploie aussi des solutions IRVE. Et ça peut être une bonne solution pour les vélos, voilà, à un point de Wi-Fi également. Alors, il faut savoir que, voilà comment ça fonctionne. On ajoute dans l'armoire, hein, parce que ce qu'on veut également pour utiliser ces réseaux, il faut donc les alimenter en H24. Donc, on va ajouter un module CPL courant porteur en ligne. C'est la technologie utilisée pour pouvoir communiquer avec les nœuds de communication qui sont implantés dans chaque candélabre. Par exemple, si je dois alimenter en électricité une caméra vidéo, eh bien, je vais équiper tous les candélabre en amont de cette caméra pour lui expliquer, bien sûr, au point lumineux, qu'il ne doit pas s'allumer en période de jour, alors qu'il doit laisser passer le courant pour alimenter la caméra. Donc, cela nous permet, dans un premier temps, donc d'utiliser ce réseau en H24, et ça, c'est vraiment très intéressant, puisque on peut déjà alimenter effectivement cette caméra, mais on peut aussi, pourquoi pas, plus tard, et ça, c'était aussi l'intérêt du service, prévoir de gérer des points lumineux par point lumineux, sous réserve de mettre bien évidemment les nœuds de communication qui vont bien et, et pas plutôt, mais en réseau souterrain, parce qu'on a quelques soucis de communication du CPL avec des réseaux en neutre commun dans les réseaux de distribution. Donc on se limite en souterrain. Et bien évidemment, on peut gérer des abaissements de puissance et piloter chaque point lumineux indépendamment. Alors, les travaux, on a travaillé sur 1131 horloges connectées pour 54 communes. Alors, ça demande une préparation très importante et ça ne peut pas se faire, on va le voir après, sans avoir bien évidemment de la data. Wilfried l'a dit, sans data, on ne fait rien. Montant des travaux, 2 591 000 € et dont 1 600 000 à peu près de fournitures. Le reste étant des travaux d'installation. On a un financement du syndicat qui a participé à hauteur de 273 000 € et un financement FEDER de 1 268 000 €, ce qui est quand même conséquent. Au départ de 70% du hors-taxe, mais un peu moins à la sortie parce que quand vous ne mettez pas la virgule au bon endroit, on vous met des pénalités. Donc, on a eu quelques petites pénalités sur le financement, mais bon, ça reste tout de même très intéressant et on va voir que c'est amorti très vite. Reste à charge de la collectivité et FCTVA. C'est du classique. Alors, les difficultés rencontrées lors des travaux, on a manqué de place dans les armoires pour loger les modules parce que, bien évidemment, parfois elles sont bien pleines, ces armoires. Euh, on a été obligé de mettre en place des armoires connexes. Donc là, on a utilisé des petites armoires pour se mettre sur le côté des armoires et résoudre le problème. Donc on a quand même résolu le problème par ça, mais ça demande des investissements complémentaires. Il faut prévoir des protections contre la foudre, parce que bien évidemment, dès qu'on met de l'électronique à l'extérieur, eh bien tout ça c'est très sensible à la foudre. Nous, on est dans des zones chéroniques dans le Var, et donc on a eu quelques soucis qu'on a gérés après, mais on a eu quelques soucis à cause de la foudre. Se pose aussi la mise en conformité des armoires EP. Alors là, il faut profiter du programme LUMACT+, qu'a évoqué Wilfried, hein, parce que il y a aussi de la mise en conformité à prévoir. Et puis, comme je l'ai dit, on a des cartes SIM multi-opérateurs pour pouvoir se connecter le plus possible avec chaque opérateur en 3G, mais quand on est en zone blanche, là, il y a problème. Soit on a de la fibre, mais c'est assez rare parce qu'on est plutôt en zone mal desservie en tout. Et donc là, ça peut poser un problème. Et par exemple, on a installé, moi j'ai pris le parti d'installer systématiquement une antenne dans chaque armoire. C'est pas obligatoire, mais je l'ai prévu pour améliorer les conditions de réception.
En complément, pour vous dire aussi que le syndicat s'intéresse aux armoires, mais s'intéresse aux points lumineux aussi. Alors, pas dans la télégestion, mais dans le remplacement, puisque nous avons en cours un remplacement de 20 000 points lumineux financé par le Fonds vert, un des acteurs cités aussi par Wilfried dans les financeurs, financé à hauteur de 40% pour 1 200 000 € de financement. Donc, on va remplacer 20 000 points lumineux, passage à LED. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Mais là, une programmation on va dire, fixée en usine et qui permet de faire de la variation de puissance sur du driver entre 23 heures et 5 heures. Mais celle-là, elle est fixe, mais ça nous permet de faire des fortes économies puisqu'on est à moins 70% sur la puissance installée et voire des 80% de réduction grâce à cette réduction dans la période de nuit, 80% d'économie de kilowattheure. Alors, l'opportunité, eh bien, je dirais qu'on n'a pas été trop mauvais dans l'opportunité, puisque on a eu le financement juste avant l'explosion des coûts de l'électricité et qu'en plein déploiement, c'était l'explosion des prix. Donc forcément, je peux vous dire que les communes avec qui on avait travaillé ont très vite compris l'intérêt du système, qui au départ n'avait pas été fait pour ça. Il avait été fait plutôt pour piloter les armoires, pour maîtriser la maintenance des éclairages publics, et que là vraiment, eh bien, on est tombé vraiment ça a été un bonus puisque grâce à l'outil, on arrive à mettre en place des extinctions nocturnes. On va voir un petit peu plus après en détail, mais donc elles ont tout de suite mis en place des extinctions nocturnes, bien sûr avec arrêtés, panneaux d'information, et donc ça a généré des économies très importantes sur les budgets tout de suite. Et ça, pour ça, je peux vous dire que les communes ont été vraiment très intéressées. Ça représente un travail important de paramétrage et de formation des agents en interne, mais surtout à l'externe dans les communes, parce que bien évidemment, c'est un nouveau métier, à la fois pour les communes, mais aussi pour les entreprises, puisqu'on n'est plus à l'époque. Moi, j'ai connu l'époque où voilà, les intervenants sur le terrain étaient plutôt des électriciens. Aujourd'hui, ça devient des électriciens, certes, mais aussi des gens qui savent gérer l'électronique et qui savent aussi utiliser des outils de gestion. Donc, le métier a fortement changé et il faut monter en compétences. Alors, voilà un exemple. Alors, pour la citer, c'est la société Lacroix qui a remporté le marché. On a passé un marché de fourniture. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord général. Donc, vous voyez une forte augmentation d'électricité, mais c'est normal, c'est parce qu'en année N-1, on n'avait déployé que très peu d'outils et qu'en année N, donc c'est 2023, là, on a tout déployé. Donc, normal qu'il y ait cette différence, mais voilà à quoi ressemble l'accueil. Puis nous avons effectivement, alors là c'est impératif et c'est prévu dans tous les outils maintenant de gestion avec un plan géolocalisé. Un exemple là sur les armoires, vous voyez, j'ai du bleu où tout va bien, le rouge où j'ai quelques petits soucis. Alors c'est pas forcément qu'elle est en panne, mais il peut y avoir des soucis de communication, de câblage, etc. Et donc là ensuite, on peut bien sûr évidemment sélectionner sur le plan chaque armoire et rentrer directement dans le menu que vous allez voir tout de suite. Voilà le menu de l'armoire où on peut, grâce à 3 horloges, on a bien 3 horloges, donc on peut gérer 3 horloges sur chaque armoire différente. On peut sélectionner alors on a un outil simple déjà pour l'allumage, et on a en plein milieu, vous voyez, il y a marqué éco 0 confort. Et bien là, on peut mettre par exemple, moi au départ j'avais tout mis en éco parce que je voulais faire le plus d'économies possible, mais il a fallu que je revienne sur certaines armoires parce que certaines en position éco déclenchaient trop tard le matin et ça posait quelques problèmes, par exemple à proximité d'un collège où les parents arrivaient, il faisait noir. Donc du coup, il a fallu passer au moins en position 0. Voilà, donc cet outil permet de gérer vraiment très finement les heures d'allumage et d'extinction. On n'a plus le problème qui a été évoqué aussi par M. Joly sur les horaires différents d'allumage ou d'extinction. Tout démarre au même moment. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que d'une rue à l'autre, on n'a plus ces différences d'allumage. Et on est capable de gérer jour par jour des heures d'arrêt et de marche. Week-end compris. Par exemple, moi, sur ma commune, j'ai mis en place des horaires différents sur les week-ends parce qu'on considère que les gens rentrent un peu plus tard. Donc, OK, on gère ça. À droite, en bleu clair et en bleu foncé, on a un calendrier qui nous permet de gérer pour tous les jours de l'année les horaires d'allumage et d'extinction. Donc, on vient positionner en fonction de la couleur, c'est un profil d'utilisateur.
Et par exemple, on sait que le 14 août, il y a la nuit des étoiles, on veut tout éteindre jusqu'à 2 heures du matin, on peut le programmer directement sur le calendrier. Le 14 juillet, c'est pareil, on veut tout éteindre, voilà, on le programme et donc on n'a plus à revenir. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de cet outil. Très facile d'utilisation, voilà, et on peut aussi, par exemple, on peut faire des forçages à distance, hein. Si on veut vérifier que l'éclairage fonctionne, on peut très bien le faire en plein jour, hein, et voilà. Alors, les alertes, voilà, donc l'administrateur rentre dans les configurations d'alerte et grâce à ça, eh bien, en fonction des signalements qu'on veut obtenir, eh bien, on a des alertes, par exemple réseau. Là, c'est la coupure du réseau, on va dire la coupure réseau distribution publique d'électricité. On a des alertes ici liées à l'éclairage public. Donc là, on reçoit des alertes. Voilà, on a différentes alertes en fonction de ce qu'on veut utiliser et on les reçoit par SMS ou par mail, ou les deux, bien évidemment. Donc nous, on a coupé tous les mails parce que c'était pas possible. Comme il y a 1200 armoires, le moindre truc, on reçoit une alerte. Donc là, on a tout vite coupé. Par contre, on a gardé les signalements par SMS qui sont transmis directement à l'entreprise et ce qui leur permet, lorsqu'elles reçoivent un SMS, d'intervenir, par exemple, lorsqu'une armoire est coupée, elles interviennent dans le délai de 2 heures suite aux réceptions du SMS pour remettre en service l'armoire. Donc ça, vraiment, on améliore de manière significative la qualité de la maintenance sur l'éclairage et surtout la remise en service de l'éclairage dans des secteurs, voilà, dans des secteurs qui le demandent. Bon, pour l'utilisation du réseau d'éclairage public en H24, qu'est-ce qu'on doit faire? Je l'avais expliqué, on ajoute ce module et on ajoute les nœuds. Donc, qu'est-ce qui a été fait sur ce programme-là? Eh bien, on a alimenté en électricité les caméras de vidéosurveillance. Qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet de supprimer les batteries et les problèmes de retraitement, parce que les batteries, elles sont valables un certain temps. Et donc, il faut les changer, les retraiter, ça coûte de l'argent. Et donc, eh bien, avec Saint-Tropez, qui a un très grand parking sur le port, eh bien, nous avons déployé sur cette commune plus de 80 modules de communication sur le parking et nous avons pu alimenter les caméras vidéo. Chose que nous faisons également avec cette commune pour alimenter des outils de signalement comment dire, qu'il faut alimenter, des panneaux de signalisation, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on peut alimenter tout ça. Voilà, donc ça, c'est effectif, ça fonctionne sur la commune de Saint-Tropez. Alors, si on parle maintenant du bilan, eh bien, très grande satisfaction de toutes les communes, puisqu'il y a eu des économies vraiment très significatives sur la facture d'électricité, bien évidemment, parce que non seulement nous faisons des programmes importants de remplacement des points lumineux par des LED, donc on diminue, je vous l'ai dit, de façon très importante la puissance installée et la consommation, mais en plus, on diminue si on fait de la coupure, alors là, c'est encore plus important. Et puis on a la chance aussi au syndicat d'être coordonnateur de groupement d'électricité et on a eu des prix très intéressants, donc vraiment c'est full strike si on était au bowling. La programmation de coupure ou d'allumage grâce au calendrier, je l'ai expliqué, hein, selon le positionnement des armoires. On n'est pas obligé de tout couper à la même période, selon la saison, etc. Donc on peut vraiment traiter les heures modulables selon les secteurs. On ne fait plus intervenir d'entreprises pour couper l'éclairage lors de manifestations, parce que ça déclenche quand même des dépenses, hein. Il faut à chaque fois venir sur place, mobiliser 1, 2 personnes, repartir. Donc ça, puis c'est toujours de nuit, bien évidemment. Donc ça, ça c'est réglé, on ne traite plus. L'aspect de faune et flore, la mise en place de trames noires, parce qu'il y a bien sûr aussi, il faut traiter le sujet dans le cadre bien évidemment de la protection et de l'arrêté sur les nuisances lumineuses. Donc là, carrément, on traite aussi, on peut traiter ce sujet-là. Et puis, je l'ai dit, des interventions plus rapides sur la maintenance. Les points d'attention, je l'ai dit, donc je répète, protéger les modules contre la foudre, bien gérer les heures d'allumage. J'ai donné l'exemple du collège parce que voilà, on peut se retrouver dans le noir et avoir des parents qui rouspètent parce que ils ne voient plus. Donc, il faut faire attention. Ça demande une gestion des réglages tout au long de l'année. Il faut prévoir un stock de remplacement parce que quand on a un outil de cette sorte et qu'il tombe en panne, il faut pouvoir quand même rallumer l'éclairage. Alors nous, on avait remplacé des horloges astronomiques parce qu'on avait déjà des horloges astronomiques GPS
Heureusement qu'on les a gardés, bien évidemment. Et lorsqu'on a eu des pannes, on a pu mettre des horloges. Mais aujourd'hui, je fais rentrer des TGIS, puisque c'est le nom du produit. Je fais rentrer ces armoires de télégestion auprès des entreprises qui ont la maintenance, et ça nous permet, avec, c'est l'avantage, c'est que c'est du plugin aussi. On vient, on se reconnecte, on a la carte qui va bien, et ça reprend tous les critères de gestion et de programmation. Et il faut aussi penser à former les entreprises en charge de la maintenance, c'est indispensable. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très complète et précise de votre solution. Pour terminer ces présentations, je vous propose d'écouter Gilles Dehautaux, qui est ingénieur territorial pour Enedis Bretagne et qui va nous présenter les solutions proposées par Enedis pour piloter l'éclairage public grâce aux compteurs communicants. Oui, bonjour. Donc, je vais essayer d'être assez rapide puisqu'on arrive à la fin des présentations. Donc, comme a été dit précédemment, y compris par Wilfried en introduction, effectivement, là, c'est une présentation d'une solution low cost parce que, en fait, on utilise des fonctions natives au compteur communicant Linky qui est installé dans les armoires et qui va pouvoir répondre à deux types de besoins qu'on a déjà évoqués précédemment. Donc, sur l'extinction au niveau de l'armoire, hein, on se situe bien au niveau de l'armoire. Et je vais vous parler aussi d'un aspect monitoring, et en particulier aussi d'alerte que vous pouvez utiliser à partir du compteur Linky. Et donc, ça va rejoindre certains types de besoins. On n'est pas sur des besoins évolués tels qu'ont été présentés avant, et donc c'est un choix vraiment du gestionnaire de l'éclairage public, qu'il soit en propre ou délégué, par exemple, au syndicat. Mais en tous les cas, c'est sur base de fonctions natives au compteur. Alors, en fait, ça a été déjà testé il y a à peu près que ça marche en termes de flux de communication en particulier et de réalisation. Ça a été développé par Enedis à travers les fournisseurs d'électricité. Donc, vous allez voir en termes de fonctionnement, on est sur du low cost aussi en termes de compétences requises. Et ça a été testé, là, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais sur une commune de Oron, qui à l'époque, à travers ce système, avait économisé un peu plus de 40% sur la consommation. Bon, après, parce qu'ils n'avaient pas non plus de système de pilotage ou sans doute investi dans des LED de manière massive à l'époque. Alors, je vais aller assez vite sur ces slides parce qu'en fait, c'est des éléments qui ont déjà été traduits avant hein, dans tous vos témoignages en termes de gains potentiels sur l'extinction de l'éclairage public. Et je vais arriver directement à comment ça marche dans le cadre du compteur Linky. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un calendrier fournisseur qui va permettre d'aller activer à partir du contact sec, et je vais vous montrer sur la slide suivante ce que l'on entend par le contact sec pour ceux qui ne le connaissent pas, un ordre d'extinction. Donc, en fait, cette offre-là a été depuis un an testée et est disponible auprès des fournisseurs pour un calendrier qui permet à date d'éteindre entre 0 et 6 heures. Et c'est le même principe que l'extinction du ballon d'eau chaude à travers le contact sec qui va donner un ordre via des fils pilotes pour éteindre l'éclairage public. Donc, ça vient en complément. Ça ne vient pas remplacer, ça c'est important, hein, des systèmes que vous avez déjà en place potentiellement au niveau des armoires. Alors, comment ça marche? C'est assez simple. Hein. Le contact sec, c'est quelque chose de natif au niveau du compteur. Lorsque le calendrier est mis en place, ça nécessite juste, mais c'est quand même important de le comprendre, un déplacement au niveau de l'armoire d'un technicien en propre ou délégué qui vient installer les contacts secs. Au niveau des contacts secs, le pilotage de l'armoire d'éclairage public. Et ensuite, le calendrier fournisseur vient donner un ordre à ce contact. Comme, encore une fois, on peut le faire hein, sur, par exemple, du pilotage de ballon d'eau chaude, c'est exactement le même principe. Et donc, en termes de bénéfices, c'est non seulement sur l'extinction de l'éclairage public avec des
chiffres qui sont variables, hein, mais c'est suivant l'état de départ. Ça peut avoir un autre bénéfice aussi en termes et je vais juste rapidement sur ce témoignage, en termes de tests d'extinction, par exemple dans le cadre de pollution lumineuse. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ce qui a été fait au pic du Midi en 20 décembre 2023. Donc, c'était 90 communes qui ont participé avec 20 000 lampadaires. Et là, c'est exactement ce principe-là qui a été mis en place par le fournisseur et à travers le gestionnaire d'éclairage public de ces collectivités pour une extinction nocturne qui a permis l'observation, par exemple, de la nuit des étoiles au niveau du pic du Midi. Donc, si je reviens à la présentation, donc là, c'était sur l'aspect contribution ou facilitation du compteur pour une solution à bas coût d'extinction. Et je vais terminer juste sur aussi une autre fonction du compteur qui est utilisée donc, dans ce qu'on appelle l'espace mesure et service, qui est à disponibilité des collectivités, et qui est un système qui vient remplacer quelque chose qui existait depuis 3-4 ans, qui est mon éclairage public, alors qui n'est pas quelque chose de comparable à ce qui vient d'être montré sur le territoire du Var ou d'autres sur le territoire de Nantes en termes de supervision et d'alerting, parce que vous êtes dans un système relativement temps réel, mais par l'usage qui en est fait des acteurs locaux actuellement de mon éclairage public et qui est transféré dans l'espace mesure et service, ça vous donne des informations de monitoring en fait, de l'éclairage public avec le principe aussi de vue géolocalisée de l'éclairage public et ce qu'on appelle HD+1, c'est-à-dire qu'à partir des données qui sont remontées la nuit du compteur Linky, donc ça c'est quelque chose de classique, d'intégré, il n'y a pas d'investissement particulier, on vient montrer potentiellement des alertes de fonctionnement au niveau des armoires. Donc, et après, le gestionnaire peut aller zoomer, donc là, je ne vous montre pas dans le détail, mais peut aller zoomer sur chaque point lumineux et interpréter, suivant la courbe de charge, etc., s'il s'agit d'une alerte d'exploitation forte ou si c'était quelque chose, on va dire, de prévu. Et au niveau, j'entendais le témoignage du Var sur le nombre de mails, effectivement, c'est hyper important parce qu'en fait, ce système d'alerte, il est visuel, mais il peut aussi être configuré par mail. Et là, il y a la flexibilité, et je vais terminer là-dessus, de configurer les alertes en fonction de critères liés à la puissance maximale par rapport à la moyenne constatée ou l'énergie. Donc voilà, j'étais assez rapide, Laurie, j'ai voulu respecter votre temps. Donc, Merci voilà, beaucoup. Du coup, on va passer au temps de questions-réponses qui permettra éventuellement, Gilles, de compléter cette présentation. Alors, je vais prendre... J'ai une personne qui lève la main. Hop. Laurent Bellemare, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous arrivez à prendre la parole. Hop. Je dirais au niveau du micro, ouais. C'est la possibilité au du micro. Le micro est activé normalement. Ah, la question passe à l'écrit, pas de souci. Donc la question s'adresse, je pense, à Gilles. Comment le Linky mesure la consommation au point lumineux? Alors non, il n'y a pas de mesure au niveau du point lumineux, c'est au niveau de l'armoire. Donc le système d'alerte, si c'est ça qui est derrière la question, le système d'alerte va se baser sur la moyenne des 7 derniers jours, et suivant justement le niveau d'alerte, que ce soit sur la puissance appelée ou sur la consommation, va pouvoir détecter si c'est un incident. Ça, c'est quelque chose qui, depuis 3 ans, fonctionne et qui a bien démontré son fonctionnement opérationnel. Mais par contre, ça ne sera pas au niveau du point lumineux, non. Merci. Je reviens sur les questions qui ont été posées également durant les présentations. Donc certaines ont déjà obtenu une réponse. On avait une question sur le nombre d'heures d'allumage annuel avec le dispositif de Nantes. Donc une question qui s'adresse à Dany Joly. Oui, ça change tous les ans, donc j'ai pas fait le calcul pour 2023,
mais je sais que on était à 4100 heures, 100 et quelques heures, hein, avec le système plus à 10, et on était descendu de 200 heures, donc 3900 et quelques heures de fonctionnement. Merci. Une question également pour Philippe de Territoire d'énergie du Var. Quel est le coût du fonctionnement du dispositif, coût d'abonnement, carte SIM, etc. C'est une question de Damien Guireux. Ah oui, alors, en fait, nous, dans l'opération, on a prévu le coût de mise à disposition de l'outil de gestion. Alors, il faudrait faire une division que je n'ai pas faite, mais c'est à peu près 400 000 € pour les 1200 armoires sur 4 ans. Voilà. La carte SIM étant incluse aussi dedans, mais ça, c'est pas très cher. C'est des cartes SIM données, hein, donc c'est 3 €, 4 € par carte SIM. Merci. Et j'avais aussi une question de Hugo Kanata, donc il me semble pour Philippe toujours. Comment avez-vous fait pour avoir les remontées des consommations des armoires via l'outil? Alors, j'ai pas compris la fin. Comment Des avez-vous fait armoires? pour avoir les remontées des consommations des armoires? Ben, en fait, l'outil est connecté au Linky, hein, donc voilà, et du coup, il obtient les données directement, c'est ce que je disais. Pour avoir ces données, il faut qu'il y ait un Linky. Sur les anciennes générations de compteurs, c'est pas possible, et c'est pourquoi parfois j'ai des armoires en rouge parce que ça communique pas avec le compteur, l'ancien compteur électronique. Mais voilà, on se connecte au Linky. Il y a un API, voilà, c'est lié. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants? De mon côté, j'avais une petite question. Donc, Philippe l'a un peu évoqué tout à l'heure sur les possibilités d'utiliser justement l'éclairage public pour proposer de nouveaux services. Donc, ça fait partie de la présentation du territoire d'énergie du Var. Est-ce que justement sur le territoire de Smile, il y a ce type de projet envisagé? Alors, pour ce qui nous concerne, nous, Nantes Métropole, on n'est pas forcément favorable à mettre sous tension 24/24 le réseau d'éclairage. On l'a fait sur quelques endroits où on avait mis un capteur environnemental. Juste pour un capteur, mettre sous tension tout un réseau qui consomme malgré tout, même si l'éclairage public ne fonctionne pas, hein, il y a quand même des pertes de joules dans les câbles. On n'a pas jugé ça forcément très opportun. Donc, on va plus vers des solutions, soit on raccorde directement quand on a besoin d'énergie en permanence, par exemple pour des caméras ou des dispositifs comme ça, on s'alimente directement à partir de l'armoire de commande d'éclairage public quand elle est à proximité, ou bien, enfin, même si elle est un peu éloignée, hein, s'il y a 200 mètres, ça vaut peut-être le coup de mettre un 3G 2.5 ou un 3G 6 carré qui vient se raccorder sur l'armoire. Voilà. Nous, on n'est pas forcément aujourd'hui, je dis bien, parce que les usages ne sont pas encore très fournis pour alimenter des dispositifs séparés. On a des capteurs environnementaux aussi qui se chargent la nuit, donc qui sont raccordés sur l'éclairage public, qui se rechargent la nuit pour fonctionner le jour. Voilà, on a des petits dispositifs comme ça qui existent, qui fonctionnent très bien. Voilà, on ne met pas sous tension en permanence le réseau. Ok, merci. Et une question de Jacques qui demande, y a-t-il une réelle plus-value d'un système comme TGIS par rapport aux remontées d'informations du Linky? Alors, est-ce qu'il y a une plus-value? Ben, je pense que le représentant d'Enedis l'a dit, hein, c'est que le Linky donne l'information du compteur. Nous, le procédé qu'on a mis en place donne beaucoup plus d'informations, pas seulement que la consommation, hein, mais on gère de la maintenance, on donne des ordres, on envoie des ordres.
Alors on n'est pas, et on pourrait, si on le voulait, avoir de l'information au point lumineux, mais sous réserve de déployer des solutions individuellement pour chaque point. Mais voilà, on va au-delà de ce que propose le Linky, qui va donner un seul ordre d'arrêt, on l'a vu, d'arrêt-extinction. Donc voilà, Linky peut être intéressant sur certains secteurs. La solution proposée va quand même bien au-delà de ce que propose le seul Linky. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces interventions? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. J'ai juste une question sur la mise à disposition des diapos à la suite de ce webinaire. Effectivement, vous pourrez retrouver tout le replay de ce webinaire ainsi que les présentations donc, sur le site internet de Smile. Je vais vous mettre tous les liens pour pouvoir suivre l'actualité de Smile, s'inscrire à la newsletter, vous envoyer le lien vers le site. Alors, j'ai une question qui est arrivée entre-temps. Où peut-on trouver toutes les aides disponibles? C'est Wilfried. Ouais, tout à fait. Une réponse sur cette partie. Vous aurez dans la présentation donc la constellation, ce qu'on appelait la constellation des aides. Et effectivement, là, les deux principales au niveau de l'éclairage public, donc le fond vert. Donc là, le fond vert, je vous invite à retourner vers les DDTM. Pour le l'UMACT, c'est retourné vers la FNCCR ou acté directement, la SASU de la FNCCR. Et pour toutes les autres, DETR, DECIL, donc là, c'est les services avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Donc, on a listé toutes les aides et après, il faut aller vers les différents organismes, les portails que vous connaissez. Merci. Je vous propose de conclure. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci aussi à nos intervenants d'avoir pris le temps de présenter vos solutions. Donc, je vous mets dans la conversation tous les liens vous permettant de suivre l'actualité de Smile, comme je le disais, retrouver les replays de ce webinaire ainsi que des précédents. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci bien. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci pour votre participation. Au revoir. Au revoir à tout le monde.